C'est l'heure de se retrouver au Café politique comme on le fait tous les vendredis. Et je suis ravie d'accueillir Alix Villeneuve, notre collègue à Fredericton pour ici Acadie, qui remplace cette semaine Jacques Poitras. Bonjour Alix. Bonjour Martine. Et qui se joint bien sûr à notre fidèle éditorialiste de l'Acadie Nouvelle, François Gravel, conjoint à Caraquette. Bonjour François. Bonjour Martine, nous avons un nouveau pape Oui. depuis hier, Jean XIV. J'adore le système de votation avec les cardinaux réunis en conclave qui votent jusqu'à ce qu'un candidat obtienne les 2 tiers du vote. Il y a une petite partie de moi-même qui aimerait beaucoup voir comment ça se passerait au Nouveau-Brunswick. Tous les députés réunis en conclave dans l'Assemblée législative, coupés du reste du monde, et au bout de 2-3 jours de délibération, bien, la lieutenant-gouverneur qui sortirait en disant « Nous avons un nouveau ou une nouvelle première ministre ». Il y a peut-être des raisons pourquoi ça se passe pas comme ça du côté politique. C'est toujours très éclairant, vos manières de voir l'actualité de la semaine dans votre petit discours d'ouverture, mon cher François. On s'y habitue. On va commencer avec notre premier sujet pour cette semaine. Puis tiens, je vais commencer avec vous, François. Et puis, je sais que vous êtes aux premières loges à Fredericton, Alix, et aussi aurez beaucoup de choses à nous dire sur peut-être le vocabulaire, François Gravel, qu'emploie ce gouvernement pour parler de réaménagement, de façon différente de voir les choses, de moyens plus efficaces de fonctionner, mais on ne parle pas de compression. Il y a les cas en éducation, aussi en aide à l'enfance. Qu'est-ce que vous avez vu de tout ça, vous, François? Oui, le gouvernement Holt fait de grands efforts pour effectuer ces décisions difficiles, ces coupes, sans dire qu'il s'agit de compression budgétaire. On fait très attention au vocabulaire qui est choisi, ce qui me rappelle un peu la situation qui prévaut au Québec, où le libéral Philippe Couillard a été premier ministre de 2014 à 2018. Pendant ces années-là, le gouvernement avait mis en place un programme d'austérité. Et depuis ce temps-là, le mot austérité est banni du discours public. Chaque fois qu'un gouvernement du Québec cherche à effectuer des compressions ou même à réduire, par exemple, la croissance des dépenses, il doit immédiatement se défendre en disant que ce ne sont pas des mesures d'austérité. Et tout ça, c'est plus qu'une question de relations publiques. C'est une question de vocabulaire. Le mot austérité au Québec doit être évité à tout prix. Puis on sent que c'est un petit peu comme ça présentement au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement Holt ne veut pas être un gouvernement de compression budgétaire. Il cherche à tout prix à présenter ses choix budgétaires sous un autre angle. Donc on en a parlé un peu la semaine dernière quand le gouvernement Holt a dit ne pas imposer des compressions en éducation, que le financement des districts scolaires a même augmenté, mais que ceux-ci doivent quand même dégager collectivement des économies de 43 millions de dollars, des économies qu'on refuse de qualifier de compression. On parle plutôt de réaffecter dans la salle de classe des fonds qui proviennent d'autres secteurs, de réallocation du financement, d'investissement. On a entendu la ministre de l'Éducation, Claire Johnson, déclarer « c'est comme une mini-coupe à l'intérieur d'un investissement ». Alors, vous voyez, on patine. On travaille très fort pour présenter ce qui pourrait être de mauvaises nouvelles sous un angle ou une lumière favorable. C'est ce qui a poussé, d'ailleurs, cette semaine, le chef conservateur Glenn Savoy à accuser les libéraux de manquer de transparence. Les Verts ont été encore plus loin. Megan Mitton a dit que le gouvernement communique de façon trompeuse. Alix, vous m'avez fait bien sourire lorsque vous avez dit dans un reportage le mot en C, un mot que le gouvernement ne veut pas prononcer. Alix Villeneuve, un mot tabou. Oui, on dirait, mais c'est vrai que ça aura pris un moment. Hier, effectivement, on a entendu la ministre de l'Éducation. Ça a été difficile de faire réagir le gouvernement sur est-ce qu'on a des compressions en cours ou pas. Bref, vous avez été témoin de ça. Bien, écoutez, là, hier, par exemple, il y a le Bill Hogan, qui est l'ancien ministre de l'Éducation, qui avait posé une question directe à la ministre de l'Éducation. Comment ces coupes allaient améliorer l'éducation pour les élèves de la province? C'est la question que plusieurs personnes se posent en entendant ce 43 millions qu'on doit retirer des districts. Donc, une bonne question légitime qui doit être, à certains égards, répondue. Et ce que la ministre avait répondu, c'est en disant qu'elle investissait 200 millions en éducation et qu'elle faisait des changements. Bon, d'abord, ici, l'esprit de la question, on tente visiblement de l'esquiver à chaque fois. C'est quelque chose qui se passe cette semaine. Mais sur le 200 millions, il y a quand même des choses à apporter, des précisions derrière ça, là. Donc, la ministre dit qu'elle a investi 200 millions dans le ministère de l'Éducation. Oui, mais ce ministère de l'Éducation, c'est aussi les garderies. En fait, à peu près la moitié de ce 200-là ne va pas dans les classes, ils vont dans les garderies. Puis c'est 57 millions qui vient du fédéral. Donc, elle revendique un chiffre
dont 25 vient du gouvernement fédéral. Le chiffre qu'il faut retenir pour les districts, c'est 85 millions. Si on prend l'augmentation des budgets de cette année versus les budgets prévus de l'an dernier, mais si on prend ce qui a vraiment été dépensé l'an dernier, c'est 72. Puis là-dedans, près de la moitié, c'est pour l'augmentation des salaires. 37 millions de salaires. Ben oui. Donc là, je donne une couple de chiffres. Je ne veux pas vous étourdir, Martine, ce matin, mais essentiellement, l'argent pour les districts, beaucoup plus le chiffre réel que les districts ont cette année, beaucoup plus petit que ce 200 millions. Et à ce plus petit montant-là, il faut retirer 43 millions. Ce qui arrive à la situation qu'on est là. Et cette volonté, visiblement, de ne pas reconnaître qu'il s'agit de coupes, bien que les districts le disent, l'opposition le dise, eh bien, je me demande si ça fait progresser la conversation, parce qu'il y a, comme je le disais avec Bill Hogan, des questions très importantes qui ne sont toujours pas répondues. Merci bien. On va passer maintenant à notre deuxième sujet de cette semaine, qui est un petit peu deux sujets en un, disons-le comme ça. On peut résumer ça à la relation entre Fredericton et les municipalités. Puisqu'on est avec vous à Fredericton, on va commencer avec vous, Alix Villeneuve, là-dessus. Alors, oui, il y a eu le dévoilement du fameux cadre fiscal. Les municipalités revendiquent qu'on arrive avec une structure, un document depuis longtemps. Finalement, on y est arrivé. Mais c'est arrivé au lendemain, Alix, de l'annonce du gel des impôts fonciers qui a pas mal moins passé du côté des associations qui représentent nos municipalités. Mais Martine, ça a été une drôle de semaine quand même pour les municipalités, là. Parce que justement, la réforme fiscale, ça fait des mois qu'on en parle. Et c'était aujourd'hui qu'on devait, cette semaine plutôt, qu'on devait conclure du côté de la province l'arrivée de ces conversations, l'arrivée de ces discussions, puis arriver avec ce plan de réforme. Et 24 heures avant, on annonce quelque chose que soulevait l'ire des municipalités en gelant les évaluations foncières et donc en réduisant indirectement les revenus qu'elles vont recevoir. Donc, en fait, d'un point de vue de communication publique, je me pose certaines questions. Je me dis, la province était visiblement lundi en voie de faire un coup de circuit là, sur la réforme fiscale. Je donne des exemples. Les municipalités demandaient 200 millions. Elles ne l'ont pas eu. Elles voulaient un point de TVH pour diversifier leurs revenus. Elles ne l'ont pas eu non plus. Elles voulaient aussi de l'argent pour les services non traditionnels, comme l'itinérance, la lutte contre la toxicomanie. Donc, 3 demandes que les municipalités demandaient, mais elles étaient quand même satisfaites de la réforme grâce à des gains qu'ils avaient du côté de la péréquation, donc les changements pour faire ce calcul-là, et de l'argent pour les infrastructures. Donc, parvenir à ici vraiment une négociation avec des gains et certains dossiers qu'on reporte à plus tard, c'est très politique, c'est très difficile d'en arriver à une situation satisfaisante, même s'il y a plusieurs points importants que les municipalités ne veulent pas. Donc, on avait ici, on était en voie d'atterrir vers une entente qui aurait pu être, du point de vue des communications publiques, un très bon coup, mais 24 heures avant, on a comme lancé une pierre dans l'eau qui est venue tout brouiller la relation, puisque les municipalités se sont senties trahies juste avant l'autre annonce qu'elles étaient prêtes à saluer. Comment vous avez perçu cette semaine, là, du point de vue des relations municipalité-Fredericton, François Gravel? Les relations entre Fredericton et les municipalités, ça passe effectivement toujours par l'argent, le financement. Quand l'argent est là, les relations sont très bonnes. Et quand l'argent n'y est pas, c'est plus difficile. C'est une importante source de financement, de frustration, le financement des élus municipaux. Et encore plus depuis les fusions municipales. La partie fusion, en tant que telle, avait été très bien planifiée. La partie, par contre, financement, beaucoup plus difficile. Les fusions étaient censées renforcer les villes. C'est le contraire qui s'est produit. Plusieurs municipalités éprouvent les difficultés financières. Et les libéraux avaient promis de régler tout ça pendant la campagne électorale. Il y a eu des annonces dans les dernières semaines. L'enveloppe totale sera augmentée de 63 millions de dollars. Et on a su cette semaine comment ça allait diviser, quel modèle. Et ça avait l'air, comme Alix l'a expliqué, de faire le bonheur des élus municipaux. Le président de l'Association francophone des municipalités, Yvon Godin, qui a déclaré « ça répond pas mal à tout ce qu'on a demandé ». Alors, il était très satisfait de ça. Mais il y a eu avec tout ça aussi, et Alix l'a bien expliqué, le gel des évaluations foncières. Ça fait vraiment pas le bonheur des municipalités. Puis il faut comprendre que quand les évaluations foncières augmentent, ça peut permettre aux conseils municipaux de geler le taux de taxation
et d'en prendre le crédit. Le contribuable voit quand même sa facture d'impôt foncier augmenter, mais la Ville, elle, peut quand même dire, nous, on a fait de notre part, on a gelé le taux de taxation. Et là, c'est exactement le contraire qui va se produire. La province gèle les évaluations, mais pas les taux. Les villes qui ont besoin de plus de revenus vont donc devoir augmenter elles-mêmes leurs taxes foncières, leur impôt foncier. Et c'est pas très populaire comme mesure. Je rappelle par contre que Susan Holt a promis une réforme de l'impôt foncier. C'est ça. Ça devait être prêt, ça, avant nos prochaines factures de l'année prochaine. Mais là, le ministre responsable déclare cette semaine maintenant qu'il veut se donner du temps. Il veut bien faire les choses et dans les faits, on ne sait pas quand ça va se faire. Oui, ce qu'il nous a dit en entrevue, j'avais le choix, ne rien faire parce qu'on veut bien faire les choses ou faire quelque chose pour aider les citoyens du Nouveau-Brunswick. Il semble qu'on ait voulu faire l'annonce qui, du point de vue du gouvernement, allait plaire aux citoyens en premier, puis celle qui allait plaire aux municipalités en deuxième. Mais ça impliquait tout ce monde-là, finalement, les deux annonces. On va passer au troisième sujet qui nous occupe cette semaine. Puis restons à Caraquette, tiens, François. C'est sûr qu'on attendait ce moment, la première rencontre entre le premier ministre Mark Carney et le président américain Donald Trump dans le bureau ovale. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il n'y avait pas d'attente que ça, en fait. Mark Carney avait réussi à bien baisser la barre en disant, là, il a fait une analogie avec le pape en disant qu'il n'y aura pas de fumée blanche qui va sortir. Il n'y a personne, je pense, qui s'attendait à ce qu'il sorte de là en disant, voilà, c'est réglé. L'attente, en fait, c'était est-ce qu'on va avoir une situation comme à la Volodymyr Zelensky? Oui, le l'attente, président de c'était l'Ukraine? est-ce qu'on a un premier ministre qui va être capable de garder son sang-froid et de conserver un certain décorum? Est-ce que la chicane va pogner dans le bureau ovale? Et ça n'a pas été le cas. Et juste pour ça, c'est une réussite. Il faut dire, par contre, que M. Carney était bien préparé. Là. On l'a entendu sa comparaison sur le marché immobilier, là, qu'il y a des lieux qui ne seront jamais en vente, comme la Maison-Blanche, comme le palais de Buckingham, avant d'annoncer. Et le Canada, lui non plus, ne sera jamais en vente. C'est préparé. C'est un peu comme dans un débat des chefs. Là. On prévoit, on planifie d'avance qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut qu'il ressorte comme information. Et c'était voulu. M. Carney, qui a des talents diplomatiques aussi, je dirais, on les a découverts. Là. Comme gouverneur de la Banque du Canada, il était habitué, lui, que chacune de ses déclarations pouvait être reprise, analysée, avoir un impact sur les marchés financiers. Alors, on l'a senti là aussi qu'il savait se débrouiller dans une situation difficile comme celle-là. Mais le plus important, je pense, c'est que la relation n'était vraiment pas bonne entre Justin Trudeau et le président Trump. Il fallait repartir sur de nouvelles bases. Je pense que c'était ça l'objectif, partir sur de nouvelles bases et c'est réussi. Qu'est-ce que vous retenez, Alix Villeneuve, de cette première rencontre au sommet? Bien, j'ai déjà entendu qu'en politique, l'important, c'est d'atteindre les attentes ou de les dépasser, peu importe où se situe la barre. Et c'est ce qu'on a senti dans les derniers jours. On baissait cette barre-là le plus possible. On disait qu'on n'allait rien régler. On sentait un peu, comme le dit François, l'objectif de la journée de mardi, c'était juste de traverser la journée de mardi en soi. Et on sent aussi qu'il y avait... L'objectif était, de montrer qu'il y a un canal de communication à nouveau entre le gouvernement canadien et américain et ensuite d'affirmer la souveraineté canadienne. Puis, je veux dire, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Je m'explique, là, à certains égards, affirmer avec fermeté la souveraineté canadienne, ça expose à un risque d'une enflure verbale ou d'un conflit dans le bureau ovale. Ici, si Mark Carney poussait trop, il y avait le risque de se faire Zelensky, là, comme on le dit, je l'ai entendu ailleurs, ce verbe-là. Oui. Mais ici, on a donc décidé de jouer sur la fine ligne. Une fois qu'on avait fait les premiers commentaires, on a un peu laissé Donald Trump, si je me permets l'expression, faire son show. Là. Et c'est pour ça que je pense que les attentes canadiennes, une fois qu'il y avait la première mise au point faite avec la comparaison avec le marché immobilier, bien, on avait visiblement comme souhait de laisser Mark Carney prendre un certain pas de recul et essentiellement considérer la journée de mardi comme la toute première étape d'un long processus. Oui. Il fallait s'assurer de mener le navire à bon port. C'est sûr. Et nous sommes rendus à vos cafés, chers collègues du Café politique. Alors, on va prendre le temps qu'il faut, là. Chacun de votre côté, vous avez retenu des cafés pour cette semaine. Commençons avec vous, Alix, qui êtes notre invité cette semaine. Quels cafés vont vers qui? Bien, j'ai un café plutôt amer, en fait, envers les élus francophones
ou francophiles de l'Assemblée législative. Cette semaine, on a eu 3 périodes de questions, 1h30 donc de débat. On a eu environ 3 à 4 minutes en français. Le reste ne s'est passé qu'en anglais. Ça, c'est puisque les députés bilingues, dont je vais les nommer, Claire Johnson, René Legacy, Glenn Savoie, Rob McKee, Susan Holt, répondent et posent toutes des questions en anglais, même s'ils ont la capacité de parler avec beaucoup de précision en français. En fait, il y en a seulement 2 qui ont parlé en français. Megan Mitton a posé une question et Gilles Lepage a répondu à 2 ministres de l'Environnement, répondu à 3 questions cette semaine en français également. Également, un deuxième café, un café avec de la caféine très caféiné, Martine. Un extra fort, très serré. Ben, en fait, c'est un café à caféine caféiné au pléonasme qui s'est imposé dans l'espace public. Pléonasme qui est un terme ou une expression qui répète ce qui vient d'être énoncé. Et cette expression-là qu'on entend beaucoup depuis quelques semaines, c'est changement transformationnel. Du changement, ça implique de la transformation. On ne pourrait pas vraiment dire de la transformation changeante, Martine, d'où ce café à la caféine, caféiné. Bravo, bravo. Une bonne minute pour vous, François. Allez-y. Oui, merci Alex pour le commentaire concernant la période des questions. C'est un de mes dadas, moi aussi, regarder les questions qui sont répondues aux opposants français et les libéraux ne sont pas à la hauteur, je trouve, sur cet enjeu-là. Café, bien chaud au ministre acadien Dominique Leblanc. Mark Carney était assis à côte au bureau ovale avec le président Trump, qui était à ses côtés, Dominique Leblanc. Je soupçonne que le plan était de laisser M. Leblanc donner la réplique au vice-président J.D. Vance si jamais celui-ci s'était emporté comme il l'avait fait la dernière fois avec le président Zelensky, pour éviter que Mark Carney lui-même se laisse emporter dans une bataille de rue dans le bureau ovale. M. Blanc et M. Vance qui ont jasé en privé, c'était révélé dans le Telegraph Journal. M. Leblanc qui étudiait à l'université Harvard, J.D. Vance à Yale. Il y a une rivalité entre les 2 institutions. Les 2 se sont tirés la pipe à ce sujet-là. Ce qui démontre encore une fois la force de M. Leblanc, soit sa capacité de tisser des liens avec les bonnes personnes. Et café corsé aux élus municipaux de Caraquet et de Shippagan qui se sont donné une mission, trouver une solution aux problèmes de moustiques et de maringouins dans la région. Bonne chance avec ça. Ils ne sont pas les seuls à chercher des solutions et on le voit avec la région de Moncton. Il existe des produits, des stratégies, mais ça coûte très cher. Merci beaucoup à tous les 2. Alix Villeneuve, on se dit à une prochaine. On suivra vos reportages, bien sûr. Merci, Alix. À bientôt. Et merci à vous, François Gravel. On vous retrouve la semaine prochaine et on lit vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle. Bonne semaine. Merci, au plaisir.